Aussi, je voulais rajouter que AgroPur et Saputo ont des investissements dans d'autres pays, soit notamment aux États-Unis, il y en a en Amérique du Sud, et nous, selon les chiffres que l'on... En tout cas, pour la coopérative, moi, je peux vous dire que AgroPur fait plus d'argent à transformer du lait au Canada que dans les autres pays. OK? Les autres... OK. Les marchés. Le Québec produit 37% du lait canadien. Puis l'utilisation du lait, c'est 23% de lait frais et crème, 7% de yogourt, 48% de fromage et 22% de beurre poudre. Ici, cette acétate-là est très importante parce qu'il faut que vous reteniez les classes de lait, comment ça fonctionne au Canada. Parce que dans la présentation, on va vous parler souvent de ces classes-là, parce que l'utilisation de ces classes-là est très importante. Et le fait que le système soit rémunérateur, si on veut, pour les producteurs, ça vient du fait que le lait est toujours utilisé dans les classes les plus payantes en premier. Donc, la dernière classe à recevoir du lait, c'est le beurre poudre, et ça arrive des mois qu'il n'y a aucune quantité de lait qui est disponible pour le beurre poudre. Tantôt, Gilles va vous expliquer ça comme il faut. Pourquoi la mise en marché collective et la gestion de l'offre? C'est une histoire d'organisation. Dans les années 50, une commission gouvernementale est chargée d'enquêter sur les conditions de mise en marché des produits agricoles. Dans son rapport, la commission déclare « L'agriculture devient une affaire payante après que les produits n'appartiennent plus aux producteurs. » Je pense que je vais la lire 2 fois celle-là parce qu'elle est importante. « L'agriculture devient une affaire payante après que les produits n'appartiennent plus aux producteurs. » Elle constate un déséquilibre des forces entre les producteurs et les acheteurs. Elle recommande au gouvernement de légiférer pour assurer une mise en marché juste et ordonnée. Dans le fond, il y a eu une trentaine d'années que le syndicat, nous autres au Québec, on a juste un syndicat de producteurs qui s'appelle l'UPA. Ce syndicat-là, il misait sur les coopératives pour améliorer les conditions économiques des producteurs. Mais les coopératives ne contrôlaient pas les prix et les producteurs individuels n'avaient pas le pouvoir dans le marché. Tout le monde convient alors de la situation déplorable des producteurs laitiers qui, à l'époque, tout comme aujourd'hui, ne demandaient pas une aide financière, mais le pouvoir de s'organiser, d'établir un rapport de force vis-à-vis des acheteurs en obtenant le droit de se regrouper pour négocier les conditions de vente. Le désordre qui régnait coûtait cher à tout le monde, aux producteurs à cause des prix ridiculement bas et au gouvernement à cause des grandes fluctuations de production et au surplus très fréquent qu'il devait prendre à sa charge. Chez nous, on a une espèce de slogan qu'on dit souvent en producteurs, si les producteurs ne sont pas organisés collectivement pour négocier, ils se font organiser. Ici, c'est un diagramme qui en dit long. C'est une situation, ça c'est un diagramme, c'est une situation qui se passe aux États-Unis. Et en passant, nous, le Canada, notre premier partenaire économique, c'est les États-Unis. Donc, ils sont 10 fois plus gros que nous autres. Donc, il faut leur faire attention un peu. Et la ligne du haut, qui est en jaune, ça. Puis aussi, il faut faire attention, ce diagramme-là, c'est des indices. Tous les diagrammes qu'on va vous présenter ce soir, ce sont des indices. Donc, la ligne du haut, ça démontre clairement que le prix des produits laitiers à la consommation est en perpétuelle augmentation. Ça suit dans le fond un peu l'inflation. Et la ligne du bas, malheureusement, c'est le prix que les producteurs reçoivent à la ferme. Et ce qui est encore plus malheureux dans ce diagramme-là, c'est qu'à partir des années 2000, les écarts se sont creusés dans le fond. Les courbes les bas sont de plus en plus bas, puis il y en a de plus en plus souvent.
Donc, ça vous démontre un petit peu qu'est-ce que ça peut donner le système américain, dans le fond, dans la gestion des approvisionnements pour les produits laitiers. OK, maintenant, nous, la gestion de l'offre, c'est une histoire d'organisation. Donc, dès 1956, le gouvernement québécois adopte la loi des marchés agricoles. Un référendum majoritaire permet aux producteurs d'adopter un plan conjoint. Tous les producteurs doivent commercialiser leur lait par le plan conjoint adopté. Tous les acheteurs doivent négocier avec l'Office qui représente les producteurs. Et une régie des marchés agricoles arbitre les différents producteurs transformateurs. Et une chose que je vais ajouter, c'est que les producteurs ne peuvent imposer leurs conditions aux acheteurs. Ils doivent les négocier. Et ici, je vais faire une petite explication parce que c'est très, très important, la régie des marchés agricoles. Dans le fond, la régie des marchés agricoles, c'est un tribunal administratif qui s'occupe d'entendre, si on veut, les différends qu'il y a entre les producteurs et les transformateurs. Mais ça sert aussi entre les producteurs et les transporteurs. Ce tribunal administratif-là, il reçoit les demandes des producteurs et des transformateurs et il rend un jugement qui est final. Donc, on peut le qualifier d'arbitre parce que c'est des négociations qui se tiennent entre les producteurs et les transformateurs, puis finalement, ça aboutit pas. Puis après un certain délai, ben, ça s'en va devant la Régie des marchés agricoles. Et aujourd'hui, il y a un organisme comme ça dans chaque province canadienne qui s'occupe de régler les différends entre les producteurs et les transformateurs. Bon, on rentre dans le vif. Depuis 1971, il y a une entente fédérale provinciale qui permet d'ajuster l'offre à la demande. Donc, on peut dire que la gestion de l'offre a vraiment commencé à porter des fruits, si on veut, là, à partir de 1971. Le gouvernement fédéral, lui, ils se sont entendus, dans le fond, dans l'entente pour que le gouvernement fédéral limite les importations puis qu'il établisse un prix du lait basé sur le coût de production. De l'autre côté, les producteurs, eux autres, se sont engagés à planifier la production pour satisfaire les besoins du marché et de disposer des surplus à leurs frais. À cette époque, le gouvernement fédéral était motivé par le contrôle des coûts pour les contribuables et au rachat des surplus de beurre et de poudre de lait et des subventions aux producteurs quand le prix s'effondrait. Le gouvernement s'est engagé à contrôler les importations. Aujourd'hui, il le fait à l'aide de tarifs douaniers conformément aux ententes de l'OMC. Il est aussi responsable d'établir un prix cible pour le lait de transformation basé sur une enquête de coût de production du lait incluant la rémunération de l'exploitation. Ici, là, c'est très important de comprendre le premier principe de la gestion de l'offre. Il faut absolument que la production soit égale à la consommation. Donc, chez nous, ce principe-là est appliqué, là, dans le fond, depuis 1971. Par contre, je peux vous dire qu'à ses débuts, le système a connu des ratés. Et de 1971 à 1976, ça a relativement bien fonctionné. Et il y avait à cette époque-là, vous ici, vous appelez ça des contractuels. Il y avait des contrats qui étaient passés entre des groupes de producteurs et les laiteries pour, dans le fond, réguler le marché. Mais ce système-là a fonctionné pendant 5 ans. Et finalement, en 1976, c'était pas contrôlé à 100%, le système n'était pas étanche. Il y avait du lait qui se promenait d'une ferme à l'autre. On appelle ça des tanks à roulettes. Et on est arrivé au printemps 76, là, dans le courant de l'été, avec des surplus énormes de beurre.